Bonsoir à vous tous. C'est vrai que moi aussi, ça me fait plaisir d'être là, même si c'est impressionnant, parce que j'arrive, si je comprends bien, dans un bâtiment flambant neuf. Et cet amphithéâtre-là, est vraiment un amphithéâtre impressionnant. Alors, bon, me présenter, c'est que dire qui puisse être intéressant pour vous. Peut-être un certain nombre d'entre vous me connaissent parce qu'au CEFOC, je suis intervenu beaucoup autour de la démarche roman familial et trajectoire sociale, des groupes d'implication et de recherche, des histoires de vie autour de romans amoureux et trajectoire sociale, ce que je crois, histoire d'argent, des choses comme ça. C'est-à-dire tout un versant de la sociologie clinique qui s'adresse plutôt au sujet, au sujet face à son histoire. Et là, ce dont je vais parler ce soir, c'est un autre aspect des recherches que j'ai menées depuis maintenant une trentaine d'années avec d'autres collègues sur la société, plus des recherches de type sociologique, et qui ont démarré au laboratoire de changement social à l'université Paris 9. On était quelques psychosociologues, sociologues. Paris 9, c'est la première université qui a été créée en France par Edgar Faure après le mouvement de 68 pour calmer les étudiants et qui se voulait une université de sciences des organisations. Paris 9 Dauphine. Et il y a deux universités qui ont été créées à l'époque. Il y avait Vincennes, qui était à l'est de Paris, et Dauphine, qui était à l'ouest de Paris. Vincennes étant l'université des sciences sociales réputée à gauche, et Dauphine étant l'université de la gestion réputée à droite. Il se trouve que moi, j'étais à l'époque à Dauphine. Mais en fait, c'était pas si simple, évidemment. Et c'est dans ce lieu que j'ai découvert Max Pagès, la psychosociologie, et que j'ai basculé. En fait, je venais pour faire un doctorat de sciences des organisations, et j'ai basculé dans les sciences humaines. J'ai découvert Rogers, Marx, Freud, etc. Et donc, ça va évidemment avoir un impact sur ma carrière, et notamment le fait d'être confronté à ce moment-là, le projet de cette université, c'était pas un projet d'une université de gestion, c'était un projet d'université de sciences des organisations qui était basé sur 3 disciplines, les mathématiques, l'économie et la psychosociologie. La gestion n'était pas considérée comme étant une discipline scientifique, si on veut. Elle était enseignée dans des écoles de commerce comme HEC, dans les instituts d'administration d'entreprise, mais elle n'était pas considérée comme une discipline scientifique. Et elle s'est développée, et Dauphine est devenue une université de gestion, et j'ai vu cette évolution-là. Et donc on a été amené avec Max Pagès en particulier et Michel Bonetti à travailler sur la question du management, l'émergence d'une nouvelle forme de pouvoir qu'était le management, et l'émergence d'une nouvelle idéologie, je dirais, qui est l'idéologie de la gestion. Une idéologie, c'est drôle, ça peut paraître curieux de dire que la gestion est une idéologie, parce qu'il n'y a rien de plus aidéologique que la gestion. La gestion, c'est des outils, c'est des techniques, c'est pas des grands discours. Hein, c'est du contrôle de gestion, c'est des outils de comptabilité, c'est du marketing, c'est un ensemble de techniques qui paraissent absolument neutres. Mais en fait, elles ne sont pas neutres du tout. Et derrière ces techniques, il y a une représentation du monde qui est véhiculée et qui donne à ces techniques derrière ces techniques fait que je pense qu'on voit émerger une certaine façon de s'occuper des hommes et des femmes, une certaine façon d'organiser la production, une certaine façon de gérer. Et vous remarquerez un phénomène qui est que la gestion tend à envahir l'ensemble de l'espace social, c'est-à-dire, aujourd'hui, tout se gère. On gère les entreprises, mais on gère aussi ses émotions, on gère sa carrière, on gère sa famille, on gère ses sentiments, on gère l'ensemble des sphères de la vie publique, de la vie sociale, sont l'objet de réflexions en termes de gestion. Et quand ça va pas bien, par exemple le stress, on gère le stress. Il faut apprendre à gérer sa vie. Devenez les entrepreneurs de votre propre vie, devenez gestionnaires de votre existence. Et il y a un certain nombre de théories comme ça, comme les théories du capital humain, comme l'idéologie des ressources humaines, qui sont autant de conceptions de la façon d'organiser les choses qui s'appliquent à l'humain. Alors, je vais prendre 2 exemples pour vous montrer en quoi la gestion peut être considérée comme une idéologie. Le premier, c'est l'idéologie des ressources humaines,
c'est-à-dire de considérer que dans l'entreprise ou dans les organisations, il y a un certain nombre de facteurs qu'il faut prendre en compte. Et vous aurez remarqué que depuis une vingtaine d'années, une trentaine d'années, tous ces mouvements commencent par se développer dans les entreprises multinationales, puis après dans les entreprises nationales, privées et publiques, et puis après elles sont des modèles qui vont être importés dans des secteurs aussi variés que les universités, que le travail social, que les hôpitaux, la santé, et j'y reviendrai tout à l'heure, jusqu'au management familial, c'est-à-dire de considérer que la famille est devenue une petite entreprise et qu'il faut gérer cette petite entreprise sur les modèles que l'on voit se développer dans cette sphère managériale. Alors, l'idéologie des ressources humaines, c'est quoi? C'est de considérer que dans l'entreprise, il y a un certain nombre de facteurs, des facteurs de production, des facteurs de recherche, etc. Et puis il y a un facteur qu'il faut prendre en compte comme les autres facteurs, qui est le facteur humain. Et donc ce facteur humain, on va le prendre en compte et va se développer toute une théorisation, je mets théorisation entre guillemets, sur les ressources humaines, la gestion des ressources humaines. C'est-à-dire de considérer l'humain comme un facteur de l'entreprise et de considérer l'humain comme une ressource qu'il faut développer pour développer l'efficacité, la rentabilité de l'entreprise. Et ça, c'est un renversement tout à fait spectaculaire, totalement idéologique, qui est de considérer l'humain comme une ressource de l'entreprise, plutôt que de considérer, comme n'importe quelle personne de bon sens, que c'est plutôt l'entreprise qui est un facteur de l'humain, c'est plutôt l'entreprise qui est une ressource pour développer la société. Et pourquoi c'est idéologique? Parce qu'on a assisté à un renversement, en quelque sorte, des rapports entre l'économique et le social. Maintenant, c'est la société, le développement de la société qui doit se mettre au service du développement économique, alors qu'on pourrait penser que le développement économique n'est qu'un moyen du développement de la société. De la même façon que dans l'entreprise, on pourrait penser que l'entreprise est un moyen pour développer le bien-être, pour développer la capacité des hommes et des femmes de vivre ensemble le mieux possible. Mais pourtant, c'est l'humain qui est devenu une ressource, qui est devenu donc un moyen par rapport à une finalité qui est le développement de l'entreprise. C'est-à-dire que l'humain devient un objet, devient un moyen, et la finalité, la fin, devient le développement de l'entreprise, le développement de l'économie. Et là, vous avez un renversement idéologique dans la conception des rapports entre l'économique et le social, dans la conception de la place de l'humain dans la société. Deuxième exemple. Je crois savoir que dans un certain nombre d'institutions du travail social, donc je prends mes exemples évidemment, puisque c'est l'ouverture des assises du travail social, je me suis dit je vais essayer de prendre des exemples dans le social. Et je sais que la Suisse n'est pas en Europe, enfin pas encore, enfin on ne sait pas trop où elle est, mais enfin elle est au milieu de l'Europe, mais elle n'est pas dans la communauté européenne. Et dans les institutions européennes, vous avez une institution qui m'a tout à fait étonné quand je l'ai découvert, qui est l'EFQM, qui est European Foundation for Quality Management, la Fondation européenne pour le développement du management de la qualité. Alors, je vous donne juste le début de cette brochure, qui est la phrase qui est en dessous, et qui propose à l'ensemble des entreprises, l'ensemble des organisations en Europe, de devenir excellentes. Et qu'est-ce que c'est que l'excellence? Alors, je vous laisse déguster la phrase qui est là. L'excellence, le FQM, s'est fixé pour mission d'être le moteur de l'excellence durable en Europe. Vous voyez la qualité du concept de l'excellence durable, avec une vision. Alors s'il y a un V majuscule, c'est que à chaque fois qu'il y a des mots importants, ils mettent une majuscule. Avec une vision d'un monde où les organisations européennes se distinguent par leur excellence. Vous voyez, donc on définit l'excellence durable par une vision d'un monde où les organisations se distinguent par leur excellence. Alors, deux choses, outre la tautologie de la phrase, de remarquer tout de suite un élément de l'idéologie gestionnaire qui est un discours totalement paradoxal. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est paradoxal dans cette phrase? C'est que l'excellence, ça se définit comme étant hors du commun. Or, on propose à l'ensemble des entreprises de devenir hors du commun.
Et ça, donc, quand on propose à tout le monde d'être excellent, c'est-à-dire de sortir du lot, ça veut dire que tout le monde sortant du lot, eh ben, de toute façon, vous ne pouvez plus sortir du lot, puisque tout le monde sort du lot. Et ça, ce n'est cet aspect-là, je vous demande de le retenir, parce que la question du paradoxe est un des éléments centraux pour comprendre la nature du pouvoir que cette idéologie légitime. Alors, je poursuis, je m'en excuse, parce que vous allez voir, on n'a pas fini de découvrir des choses. On définit l'excellence comme une pratique exceptionnelle de management d'une organisation et d'obtention des résultats, reposant sur l'ensemble de 8 concepts fondamentaux. Alors là, vous vous accrochez, parce que les concepts, ce qu'ils appellent des concepts, tous les mots qui suivent, et qui ont une majuscule. L'excellence des résultats concernant la performance, les clients, le personnel et la collectivité est obtenue grâce au leadership qui soutient la politique et la stratégie qui gère le personnel, les partenariats, les ressources et les processus. Alors s'il y a quelqu'un ici qui peut comprendre de quoi il s'agit, bravo. Et ça illustre parfaitement ce que Castoriadis appelait la montée de l'insignifiance. C'est-à-dire des discours qui sont totalement abscons et qui se renvoient en permanence des mots qui renvoient aux uns aux autres. C'est pour ça que j'ai mis en haut les concepts clés de la qualité, l'idéal de qualité et les moyens de l'atteindre, déclinés à partir d'un certain nombre de notions qui forment une équation magique. Qualité égale excellence, égale réussite, égale progrès, égale performance, égale engagement, égale satisfaction des besoins, responsabilisation, reconnaissance, égale qualité, et on continue. Et alors, vous avez un de mes collègues qui mériterait, de mon point de vue, d'avoir quelque chose comme le prix Nobel, ou enfin en tout cas d'être récompensé, qui a fait un tableau que je trouve qui résume absolument mon propos, qui s'appelle le parler creux sans peine. Il s'appelle Didier Noyer, le collègue en question. Et il a fait ce tableau que je trouve formidable. Vous prenez n'importe quel mot de la première colonne, n'importe quel mot de la seconde, puis de la troisième, de la quatrième et de la cinquième, et vous avez des phrases que l'on entend dans les entreprises, dans les organisations. Le diagnostic stimule les concepts caractéristiques du projet. La méthode perfectionne les changements qualitatifs de l'entreprise. L'intervention mobilise les paramètres motivationnels des bénéficiaires. C'est un résumé de l'idéologie gestionnaire et de ce type de discours. Et ce qui me frappe, alors là on en rit parce qu'effectivement c'est vraiment très risible. Seulement c'est pas drôle quand on est confronté à ça. C'est-à-dire j'ai fait beaucoup d'interventions sur le terrain. Et les gens vous disent qu'on leur demande de faire de la qualité. Alors, ça produit un certain nombre de contradictions et de paradoxes. L'un qui est qu'on passe plus de temps à essayer de rendre compte de ce qu'on fait qu'à le faire. Deuxième paradoxe, c'est que les gens ont le sentiment que quand on leur demande d'évaluer la qualité de leur travail, ils évaluent sur des critères et des indicateurs qui ne correspondent pas à ce qui est pour eux l'essence même de la qualité. Donc ça les met dans une contradiction forte. Et troisième paradoxe, c'est la cantophrénie. C'est-à-dire, ça se présente comme un discours pour la qualité, et à la fin du compte, mes fameux 9 concepts de tout à l'heure, vous vous souvenez, je n'ai pas besoin de leur mettre la phrase. Ils sont là, leadership, politique, stratégie, personnel, etc. Donc vous avez une colonne, la colonne de gauche, où vous avez ces concepts, et pour mesurer la qualité, on décline ces concepts en sous-critères, ces sous-critères en indicateurs, et ces indicateurs en items, ce qui fait que dans la brochure de l'EFQM, ce qui au départ est un souci louable de faire de la qualité, se traduit par un délire cantophrénique aigu. La cantophrénie, c'est la maladie de la mesure, qui fait que vous mesurez la qualité avec une note de 0 à 1000, mais en fait même pas de 0, parce que vous avez des notes, des critères ou des indicateurs qui comptent pour 0,26 ou 0,178 ou 0,375 de la note finale. Et qu'on mesure la qualité par une agrégation de variables comme ça,
Et je n'ai pas le temps d'expliquer pourquoi on est là en plein délire, c'est-à-dire qu'évidemment, toutes les hypothèses qui traduisent ces qualités en termes de critères, d'indicateurs, de sous-critères, d'items, etc., ne sont jamais mis en discussion, et que, en fait, tout ça sert à quoi? À classer, à ordonner, à instrumentaliser, c'est-à-dire à traduire, en fait, toutes les activités humaines sur le modèle du traitement et de la gestion des choses, de la gestion de ce qui est mesurable. Et cette folie de vouloir transformer l'humain en mesure, cette folie objectiviste, sous-tendue par un espèce de projet scientiste, c'est-à-dire qui consiste à penser qu'une fois qu'on a traduit la réalité en termes mathématiques, on arrive à maîtriser cette réalité et on arrive à la saisir, ce qui évidemment tend à exclure tout ce qui n'est pas mesurable. Or, tout ce qui n'est pas mesurable, c'est justement, la plupart du temps, ce à quoi les gens, les personnes sont attachées. La dignité, l'honneur et l'amour. On peut dire ça comme ça. Alors, je reviendrai, je n'ai pas le temps de développer des autres aspects de cette idéologie gestionnaire, mais pourquoi je l'appelle une idéologie? C'est un ensemble de représentations qui se met au service d'un pouvoir. Or, un des paradoxes, c'est qu'effectivement, la gestion se présente comme étant totalement neutre. Or, les outils de gestion ne sont pas neutres du tout. Et ces outils de gestion, ils se mettent en fait au pouvoir, ils se mettent au service d'une forme de pouvoir, et c'est ça une des hypothèses de ce travail, c'est qu'on assiste en fait à l'émergence d'une forme de pouvoir dans nos sociétés qui va se montrer, se décliner en présentant un certain nombre de valeurs, comme la qualité, comme l'efficacité, comme l'efficience, comme la performance, pour rendre les gens utiles. J'avais fait une recherche sur l'exclusion avec Isabelle Taboada, Frédéric Blondel et d'autres collègues sur la question de la pauvreté et de l'exclusion, et on avait appelé cette recherche la lutte des places. Et la lutte des places était pour rendre compte du fait qu'avec le développement de l'individualisme, chaque individu était interpellé pour trouver une place dans la société. Et que ceux qui ne trouvaient pas de place étaient considérés comme des inutiles au monde. Et c'est, pour reprendre la belle expression qu'a remis au goût du jour Robert Castel dans son livre « Les métamorphoses de la question sociale », et ces inutiles au monde, ils sont considérés comme n'ayant pas de place, n'ayant pas d'existence sociale. C'est tous ceux qui sont définis par une identité négative. Les sans-logement, les sans-papiers, les sans-logis, les sans-emploi, les sans-revenus, etc. Et donc, cette processus-là d'exclusion et ce phénomène de la lutte des places n'a fait que se renforcer et a deux autres visages. Il y a le visage de l'exclusion pour ceux qui n'ont plus de place parce qu'ils sont considérés comme inutiles, mais à l'intérieur des entreprises, c'est le visage de la menace. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde, chacun d'entre nous, est menacé de voir sa place disparaître à un moment ou à un autre, de ne plus avoir de place. Regardez, en France, je m'excuse de prendre mes exemples en France, mais cette régression formidable que représente la mise en place du contrat nouvelle embauche pour les jeunes. C'est-à-dire de considérer qu'on peut être mis à la porte du jour au lendemain pendant 2 ans, et qu'on peut la prendre le jour même. C'était ce que les ouvriers et ce que les journaliers, contre quoi ils avaient lutté pour s'associer quand ils étaient, comme on disait à l'époque, au jour la journée, embauchés au jour la journée. On est en pleine régression sociale, et cette question des places, et quelle est la légitimité qui est donnée à ces mesures-là? C'est exactement au nom de la rentabilité, au nom de la performance, au nom de la flexibilité, au nom de la productivité, au nom de la mobilité, etc. C'est-à-dire tous ces termes qui sont employés pour justifier ça au nom d'une prétendue rentabilité économique, et qu'on vous annonce que pour lutter contre le chômage, on va développer la précarité. Et c'est ça, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que les sources de cette idéologie font que les gens qui préconisent ce type de dispositif sont persuadés qu'ils le font pour le bien de tous, sont persuadés qu'ils le font parce que c'est rationnel. Et c'est cette rationalité
qu'il faut absolument combattre, parce que ce qui se présente comme rationnel ne l'est pas tant que ça, et en particulier ne fait plus sens pour la plupart des gens qui sont concernés. Alors, je voudrais juste vous donner un exemple de la nature du pouvoir que cette idéologie tend à légitimer. Je prendrai pour ça deux exemples. Le premier, un exemple. Je le tire de Michel Foucault. Vous connaissez sans doute ce magnifique ouvrage de Michel Foucault qui s'appelle « Surveiller et punir », dans lequel il vous montre qu'à partir du XVIIIe siècle, s'est développée dans nos sociétés une nouvelle forme de pouvoir, qui est un pouvoir disciplinaire. Au départ, c'est l'invention de la prison, mais il montre que cette forme de pouvoir, quand il analyse le système carcéral, en termes d'architecture, en termes de règlement, en termes de quadrillage du temps et de l'espace, on le retrouve en prison, on le retrouve dans les asiles, on le retrouve dans les usines, on le retrouve dans les couvents, les collèges, les hôpitaux. C'est l'ensemble de la société qui devient une société disciplinaire. Et quand Foucault parle du pouvoir dans cette société disciplinaire, il vous dit l'objet du pouvoir, c'est le corps. L'objet du pouvoir, c'est en fait de l'énergie physique des individus. Il dit c'est pour une bonne part comme force de production que le corps est investi de rapports de pouvoir et de domination. Le corps ne devient force utile que s'il est à la fois corps productif et corps assujetti. Un exemple de cette forme de pouvoir, c'est par exemple l'organisation scientifique du travail, le taylorisme, le travail à la chaîne, etc., qui illustrent parfaitement cette forme de pouvoir. Mais c'est aussi tout ce que développe Michel Foucault sur la mise en place de systèmes de surveillance et de contrôle où les individus sont en permanence contrôlés parce qu'on veut les normaliser, on veut les redresser par rapport à une norme. Vous connaissez tous cette thèse magnifique de Michel Foucault et ce livre tout à fait extraordinaire dans lequel il donne des tas d'exemples de cette forme de pouvoir. Eh bien, si vous remplacez le terme de corps dans la phrase de Michel Foucault par le terme de psyché, vous avez exactement ce qui est la quintessence même du pouvoir managérial. C'est pour une bonne part comme force productive que la psyché est investie de rapports de pouvoir et de domination. La psyché ne devient force utile que si elle est à la fois énergie productive et énergie assujettie. C'est-à-dire que cette forme de pouvoir aujourd'hui de rendre les gens utiles, performants, rentables, se fait essentiellement par des techniques de pouvoir qui consistent à produire de la mobilisation psychique, à produire l'adhésion par des mécanismes et des processus d'idéalisation et d'identification aux objectifs de l'entreprise, par un contrat narcissique entre les individus et l'entreprise, autant de processus qu'on a analysés et développés avec des collègues comme Nicole Aubert, par exemple, dans Le Coup de l'excellence, Max Pagès dans L'emprise de l'organisation, ou d'autres collègues comme Eugène Henriquez dans Les jeux du pouvoir et du désir dans les organisations, ou plus récemment, je vous donnerai des références, j'ai des doctorants qui travaillent, par exemple une doctorante qui a fait un formidable travail sur McDonald's, et un livre qui s'appelle « Du ketchup dans les veines », où elle essaye de comprendre comment se fait-il qu'elle-même, comme jeune fille de 19 ans, elle a pu adhérer tellement en travaillant chez McDonald's pendant 2 ans et demi, alors qu'elle était, somme toute, pas si bien payée que ça, qu'elle travaillait beaucoup et qu'elle était complètement assujettie à des horaires et à des conditions de travail qui ne sont pas faciles. Je vous renvoie aussi au magnifique travail qu'a fait Fabienne Annick sur le sens du travail, où elle a travaillé sur la modernisation de la Poste en France, et elle vous montre comment la modernisation de la Poste fait perdre aux agents de la Poste le sens qu'ils pouvaient donner au travail, où je vous renvoie aussi au travail de Valérie Brunel sur les managers de l'âme,
où elle montre comment les cabinets de consultants aujourd'hui mettent en place des techniques de développement personnel pour rendre les gens encore plus rentables et productifs en leur permettant effectivement d'exprimer leur libido, d'exprimer leurs émotions, à condition et d'exprimer l'intelligence émotionnelle. Et vous avez des théories du capital humain, des théories sur l'intelligence émotionnelle, toute une série de technologies de pouvoir qui consistent à transformer l'énergie libidinale des personnes pour la transformer en force, à canaliser l'énergie libidinale des personnes pour la transformer en force de travail. C'est ça la nature profonde de ce pouvoir. Alors, on le voit émerger un peu partout et il a des conséquences. Une des conséquences, c'est effectivement la perte de sens. C'est-à-dire que ce discours, cette idéologie ne fait plus sens pour les individus. Alors, je voudrais juste vous donner un exemple des raisons pour lesquelles, un petit exemple que j'emprunte à Fabienne Annick sur son travail sur la poste et les postiers. Fabienne, elle a eu une méthodologie extraordinaire. Un jour, elle est allée dans un bureau de poste et elle a demandé aux gens qui étaient dans le bureau de poste, est-ce que je peux observer comment vous travaillez? Ils n'ont pas dit non. Alors elle s'est installée. Et elle est restée 2 ans et demi. Et elle a fait un travail d'observation d'une finesse incroyable. Hein, et puis, petit à petit, évidemment, elle a été intégrée. Et les gens venaient la voir pour lui raconter, etc. Et elle illustre parfaitement ce que Morin appelle la complexité quand il dit le tout est dans la partie. C'est-à-dire à travers une observation de ce qui s'est passé dans ce bureau de poste et de ce qu'on appelle la modernisation, vous avez l'analyse de tous les enjeux autour de la modernisation d'une entreprise considérable comme la Poste, mais vous avez d'une certaine façon tous les enjeux de la société d'aujourd'hui. Et elle montre les influences dans la vie quotidienne de ces guichetiers, la transformation des conditions de travail et surtout les transformations sur la question du sens au travail et comment les gens ont le sentiment que ce qu'on leur demande de faire est de plus en plus en contradiction avec le sens que eux voudraient apporter à ce qu'ils font. Je vous donne un exemple. Vous savez que la modernisation, c'est favoriser la culture client. Maintenant, on ne parle plus des usagers, on parle des clients. Et donc, pour que les agents deviennent des bons agents commerciaux, on organise des challenges entre guichetiers pour récompenser les meilleurs vendeurs. Et Janine, une guichetière, évoque sa victoire en ces termes. L'an dernier, j'ai gagné un VTT. Un beau, hein? Pas un 100 balles. 100 francs français, hein? J'ai gagné parce que je suis tombé sur la directrice de l'école qui voulait faire une opération autour de la Coupe du Monde et qui m'en a acheté pour 1 000 € d'enveloppe d'un coup. J'étais drôlement contente avec mon VTT. Et en même temps, j'avais honte. J'étais pas fier. Parce que j'avais gagné ça sans avoir rien fait. C'est pas vraiment du boulot. Et Fabienne Annick commente en disant « Le guichetier constate que parmi toutes les composantes de son activité, la seule qui soit symboliquement et financièrement gratifiée de la part de l'institution est celle dont le résultat paraît le plus déconnecté de la qualité de son action singulière. Recevant une prime à titre de récompense d'une action qui pour lui ne génère aucune fierté, le guichetier se trouve enfermé dans un paradoxe dont il se sort péniblement, soit en considérant la rétribution avec une certaine dérision, soit en niant une partie des termes de cette équation illogique qui consiste à gratifier l'ingratifiable, c'est-à-dire le hasard. Alors, si j'ai pris cet exemple, c'est parce qu'on voit bien que si la victoire est due au hasard, elle a rencontré cette directrice qui lui en achète pour 1 000 €. À ce moment-là, la récompense n'est pas méritée. Et donc la reconnaissance obtenue dans ces conditions a des répercussions psychologiques tout à fait négatives. Parce que si l'agent l'accepte quand même, cette marque de reconnaissance et cette gratification, en fait il a honte parce qu'il a le sentiment qu'il ne la mérite pas. Et s'il la refuse, il se met en porte-à-faux vis-à-vis de l'entreprise et se punit
en renonçant à une récompense. Donc quoi qu'il fasse, il ne peut pas se vanter d'être récompensé, et la récompense ne lui apporte aucune satisfaction. Alors le seul mécanisme de défense par rapport à ça, c'est la dérision. L'agent se moque d'un système qu'il dévalorise en cherchant à le gratifier, et il se moque également de lui-même, bien obligé d'accepter une gratification qu'il rejette. En définitive, le challenge constitue à distendre un peu plus le rapport de l'agent à son entreprise. Comment en effet adhérer à un système aussi paradoxal? J'ai un autre exemple qui m'a beaucoup plu, dans le même registre, c'est un gendarme qui a été récompensé parce qu'il était méritant et qui a donné sa prime aux œuvres sociales de la gendarmerie. Très bien. Et il l'a fait savoir. C'est-à-dire sur Internet, sur le réseau Internet où les gendarmes communiquent entre eux, il a dit que, ostensiblement, il allait donner cette prime. Et pourquoi il le faisait? Parce que c'était évident que, comme n'importe quel gendarme, il sait très bien que l'avancement au mérite, on va apporter une reconnaissance individuelle à des performances qui dépendent en fait du collectif. Et qu'un des aspects de ce pouvoir managérial, c'est l'individualisation. C'est-à-dire qu'on vous met en permanence dans un paradoxe qui est que les performances sont liées au bon fonctionnement du collectif, et en même temps les collectifs sont en permanence remis en question par rapport à des formes d'évaluation qui individualisent les performances et la mesure du mérite. Et donc en refusant ça, ça s'est terminé par quoi? C'est-à-dire que la hiérarchie de ce gendarme l'a sanctionné pour avoir donné sa prime aux œuvres sociales de la gendarmerie. Donc je pourrais multiplier les exemples, mais tous ceux qui sont dans cet univers-là savent ce que je veux dire quand je dis que la caractéristique principale de ce pouvoir, c'est effectivement de fonctionner au paradoxe, de mettre les gens en permanence dans des situations paradoxales, et c'est une des raisons pour laquelle ce pouvoir est extraordinairement difficile à combattre, parce que vous savez que dans un système paradoxal, quoi que vous fassiez, vous êtes pris dedans. Et donc, vous pouvez être sanctionné ou récompensé exactement pour la même chose. Vous avez des managers qui vous disent qu'il faut devenir des fanatiques de l'échec. Parce que si on échoue 6 mois avant les autres, on se donne un moyen de réussir pour le coup d'après mieux qu'eux. Ou alors, des paradoxes comme ça, vous en avez à la chaîne. Je vois que ça vous intéresse, je vais vous en donner quelques-uns. On nous dit, vous devez être tourné vers l'extérieur, et on nous reproche, vous n'êtes jamais là quand on a besoin de vous. On nous dit, la qualité, c'est de donner des délais de livraison aux clients et de s'y tenir, et il y a une directive écrite selon laquelle le fait de s'engager sur un délai de livraison est une faute professionnelle. On nous dit, vous devez travailler en équipe, mais l'évaluation des performances est individuelle. On nous dit qualité totale, mais l'entreprise est dominée par le souci de la rentabilité financière et des résultats quantitatifs. On nous dit avancement au mérite, mais c'est celui qui arrive à se mettre en avant au détriment des autres qui est promu. On nous dit approche solution, mais on n'a jamais le temps de prendre du recul pour élaborer des solutions, etc., etc. Et on entend aujourd'hui, dans beaucoup de lieux, d'entreprises ou autres, on a le nez dans le guidon, on sait qu'on va dans le mur, et on pédale de plus en plus vite. C'est-à-dire que les gens ont bien conscience qu'ils sont dans un système qui devient de plus en plus insensé, et ils sont impuissants à en sortir, ils sont impuissants, ou disent qu'ils sont impuissants à le transformer, ils disent que c'est inéluctable, et en même temps, ils participent tous les jours à le faire fonctionner. Il faut bien comprendre que ça ne fonctionnerait pas si chacun d'entre nous, ici, ne faisait pas fonctionner ce système. Ce qui, évidemment, va susciter sans doute dans la discussion une question tout à fait inévitable sur le registre du que faire. Mais pour l'instant, je suis dans le registre de l'analyse, c'est-à-dire que vous savez que le seul moyen de sortir d'un système paradoxal, si je suis l'école de Palo Alto, Bateson, Václavic et les autres, vous connaissez bien ça, c'est de passer à un niveau de métacommunication
c'est-à-dire de communiquer sur le système pour montrer que le système est paradoxal. Or, ce système de pouvoir étant paradoxal, il contient ses propres critiques, il correspond à ce que Marcuse avait bien analysé dans L'homme unidimensionnel quand il parlait de l'univers du discours clos. Un univers qui se ferme à tout autre discours qui n'emploie pas ces termes. C'est-à-dire que vous pouvez critiquer le discours de la gestion à condition, par exemple, d'être dans le positivisme et dans l'utilitarisme, c'est-à-dire d'être dans les paradigmes de la gestion. Par exemple, on vous dit, ici, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Je ne suis pas sûr que tout le monde m'ait suivi là. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit d'identifier qu'il y a un problème si vous n'apportez pas la solution. Ce qui fait que tout ce que je viens de dire étant facteur de problème pour les managers, ça ne sert à rien. Donc, puisque ça ne sert à rien, on ne voit pas pourquoi on s'en préoccuperait. Alors, je vais vous dire pourquoi il faut s'en préoccuper, de mon point de vue. C'est que ce système-là nous rend malades. Et pourquoi la gestion rend malade? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que on est dans une société, dans un espèce de quelque... Il y a dans ces modalités de ce pouvoir-là quelque chose de profondément destructeur. La culture de la haute performance, la culture de l'excellence, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire de proposer à chacun de devenir excellent, met tout le monde dans une compétition totalement acharnée du toujours plus, du toujours mieux, d'une exigence d'idéal indéfini. C'est-à-dire que l'idéal devient la prescription de la normalité. On considère qu'atteindre l'excellence, c'est normal. Alors, je vais essayer de vous donner un exemple pour comprendre pourquoi il y a là une machine infernale qui mène à des choses tout à fait destructrices. C'est tout simple, c'est l'évaluation telle qu'elle est mise en place à l'American Express, mais beaucoup de banques, de multinationales, de sociétés, en Suisse, en France et ailleurs, fonctionnent sur ce même modèle. C'est-à-dire, on vous dit, vous avez 5 notes qui sont insatisfaisant, doit faire ses preuves, satisfaisant, au-dessus des attentes, au-delà des attentes, et clearly outstanding, c'est-à-dire hors du commun. Alors, quand vous travaillez à l'American Express, vous ne pouvez pas être insatisfaisant. Pourquoi? Parce que vous avez fait les meilleures écoles, vous avez toujours été un excellent élève, vous avez été recruté après des sessions de recrutement extraordinairement difficiles, donc vous ne pouvez pas être insatisfaisant. Mais vous ne pouvez même pas être médiocre, c'est insensé. Je veux dire, c'est une telle honte que si jamais on vous renvoyait cette image-là, vous partez tout de suite. Donc on supprime le « e ». Doit faire ses preuves, donc c'est la plus basse note, c'est vraiment infamant. Donc ce qui est normal, c'est, ce qui pourrait être normal, c'est d'être satisfaisant. C'est-à-dire de faire son boulot. Pendant longtemps, on a considéré que, en fait, il suffisait que les gens fassent leur boulot pour que ça marche. Mais en fait, c'est plus ça. On vous fixe comme objectif 100, ça veut dire qu'implicitement, vous devez faire 110. Ce qui est normal, c'est pas 100, c'est 110. Ce qui est normal, c'est well above normal expectancy. C'est-à-dire la normalité, c'est d'être au-delà de la normalité. La normalité, comme tout à l'heure, c'est l'excellence. C'est un peu plus ce qu'on vous demande. Donc on vous demande en fait de faire 110. Donc si vous faites 110, c'est bien. Mais en même temps, c'est normal. Donc si vous faites 110, le 110 va devenir le 100 de l'année d'après. Puisque vous avez fait 110, vous n'allez pas regresser. Donc le 110 devient le 100 de l'année d'après. Ça veut dire que l'année d'après, si vous voulez être normal, well above normal expectancy, vous devez faire 120. Rappelez-vous que faire 110 l'année n plus 1, c'est en fait par rapport au 100 qui est devenu 110, ça fait 120. Et l'année d'après,
c'est 130, et l'année d'après, etc. C'est-à-dire que l'excellence vous mène inéluctablement à l'échec. On est dans la pression du toujours plus. On est dans l'exigence du toujours mieux. Comment voulez-vous que les gens puissent, dans cette exigence-là, ne pas ressentir un phénomène qu'on voit émerger comme plainte, qui est la question du harcèlement. Les gens sont mis sous pression. La culture de la haute performance, c'est produire deux phénomènes. Le premier, c'est une logique d'obsolescence. C'est-à-dire c'est une société qui détruit en permanence ce qu'elle produit par nécessité de produire autre chose. Je prends un exemple dans l'informatique. Les performances dans l'informatique sont tout à fait extraordinaires depuis 30 ans. Chaque année, pratiquement, dans ce secteur, on a sorti du matériel qui était 2 fois plus performant, 2 fois plus puissant, 2 fois plus rapide, 2 fois plus convivial, 2 fois plus petit et 2 fois moins cher. Formidable. Vous avez ici, dans ces petits appareils, accès à l'ensemble de la connaissance qui est produite dans le monde quasiment en temps réel. Aucune utopie n'aurait pu penser une telle performance. C'est tout à fait extraordinaire. Il faut, c'est ça, se rappeler que c'est paradoxal. C'est-à-dire que ne pas oublier que la culture de la haute performance est effectivement performante. Mais la conséquence de ça, c'est quoi? C'est que quand on sort un matériel comme ça chaque année, ou tous les 6 mois, ou tous les 3 mois, on rend obsolète ce qui a été produit auparavant, et pas seulement les machines qui ont été produites auparavant et qui ne sont plus performantes, 3 mois après ou 6 mois après, parce qu'il y en a une qui est sortie, qui est encore plus puissante, encore plus rapide, mais aussi les savoirs, les outils, les techniques, les usines et les hommes qui ont contribué à les produire. Et donc on est dans une course qui produit de l'obsolescence, c'est-à-dire la destruction permanente de ce qu'on a produit par la nécessité de produire autre chose. Alors s'il s'agissait simplement de production de biens, c'est pas très grave. Mais ici, il s'agit des hommes. C'est-à-dire cette exigence de flexibilité, de mobilité, qui fait que par rapport à la miniaturisation, on prend des jeunes de 18 ans, parce qu'eux, ils ont encore les yeux, etc., et qu'à 25 ans, ils sont déjà obsolètes, parce qu'ils sont trop vieux pour faire ce métier-là, vous voyez les conséquences humaines de ce type de travail. Et deuxième conséquence, le harcèlement. Et alors, ne nous trompons pas sur le harcèlement. Vous connaissez ce succès tout à fait foudroyant du livre de Marie-France Irigoyen sur le harcèlement moral, qui a d'ailleurs donné lieu en France à une loi pour condamner le harcèlement. Et Marie-France Irigoyen, elle est psychiatre, donc elle montre très bien comment le harcèlement est un comportement pervers qui met les gens sous pression, et justement les gens en permanence dans une pression paradoxale qui fait qu'ils sont pris en permanence en faute, etc., etc. Et donc, elle met en évidence la perversion d'un comportement. Et donc, la loi va condamner les comportements pervers. Très bien. Mais comment se fait-il que ce bouquin ait eu tellement de succès, qui s'est vendu à des centaines de milliers d'exemplaires? Tous ces gens seraient harcelés. Ça veut dire qu'on aurait des centaines de milliers de pervers en liberté dans nos sociétés. Alors là, il s'agit de faire attention, parce qu'on est drôlement menacé. Simplement, c'est tout simple. C'est que quand on est mis sous pression, quand on est mis dans des situations paradoxales, quand on est mis dans cette exigence du toujours plus, chacun d'entre nous, aussi, quel que soit son comportement psychique et le fait qu'ils soient des gens qui soient parfaitement normaux, entre guillemets, on est tous des pervers polymorphes, on le sait, mais normaux, on devient soit harceleur, soit harcelé. C'est-à-dire, dans cette culture de la haute performance, la pression au toujours plus, le harcèlement devient un phénomène social et non plus un phénomène psychologique qui serait lié à des comportements pervers qui existent par ailleurs dans la société. C'est simplement qu'effectivement, ces systèmes sollicitent la perversion, sollicitent des comportements pervers qui fait que chacun d'entre nous ici, nous sommes simultanément invités ou sollicités plutôt à devenir
soit harceleur, soit harcelé. Et la conséquence de tout ça, hein, c'est le fait que il y a plusieurs conséquences. Une autre conséquence, c'est la culture de l'urgence. Hein, aujourd'hui, on vous dit que pour améliorer la productivité, pour améliorer the shareholder value, la valeur pour l'actionnaire, il faut réduire les effectifs, réduire les poches de productivité. Et c'est vrai que le temps de travail a diminué, etc. Mais ce qu'il faut voir, c'est que l'augmentation de la productivité ne libère pas l'homme du travail, parce que ce qu'il gagne en temps, il le perd en intensité. Ça produit quoi comme système? Ça produit un système dans lequel les gens qui ont du travail crèvent de trop travailler, et les gens qui n'ont plus de travail crèvent de ne pas travailler. Et donc ça produit cette scission qui est que, si je vais vite, si vous voulez, l'excellence produit l'exclusion. Si on prend le problème du chômage, il faut voir que, comme le disait très bien Michel Albert, pour les entreprises, pour ce système de pouvoir, le chômage, ce n'est pas un problème, c'est une solution. Donc on ne voit pas pourquoi, d'ailleurs, ils seraient amenés à le résoudre, puisque pour eux, c'est une solution. Et qu'on attend de la croissance la résolution du problème de l'exclusion et du chômage, alors que la croissance produit le système paradoxal qui fait que la croissance effectivement produit des emplois, mais elle en détruit autant qu'elle en produit, sinon plus. Donc ne continuons pas à entretenir ce discours que la croissance serait la solution au problème de l'emploi et du chômage. Alors, ça veut dire logique d'obsolescence, culture de l'urgence, harcèlement social généralisé, ça produit effectivement un certain nombre d'effets psychopathologiques que l'on rencontre dans les entreprises et qu'on rencontre empiriquement autour de soi. Les gens ne vont pas bien. Les gens souffrent. Les gens se plaignent. Les uns se plaignent de burn-out, d'épuisement professionnel, de stress, d'être pompé, d'être vidé, d'être pris dans l'acting out permanent. C'est quoi l'acting out permanent? C'est que pour lutter contre l'angoisse générée par ce harcèlement social permanent, on a une solution. C'est de travailler plus. Ça peut vous paraître étonnant comme phénomène. J'ai vu ça chez les managers. Les managers ont ce que les psychanalystes appellent l'angoisse de perte d'objet. J'ai un ami, Jacques Réaume, du Québec, qui a fait des études sur l'hyperactivité. C'est quoi l'hyperactivité? C'est de travailler pour lutter contre l'angoisse du vide quand on ne travaille plus. Et en particulier par rapport à l'angoisse qui est de ne pas atteindre ses objectifs. Alors on peut dire, oui, mais ça c'est fonctionnel parce qu'ils ont peur d'être sanctionnés s'ils n'atteignent pas leur objectif. Mais en fait, c'est beaucoup plus subtil que ça. C'est d'abord un phénomène psychologique. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit toujours en forme. Il faut qu'on soit toujours à la hauteur des exigences de l'organisation. Il faut qu'on soit toujours prêt, parce que cet idéal qu'on vous propose d'être un battant, d'être en forme, d'être excellent, etc., c'est formidable. Ça va très bien. You must be a winner. Vous devez être des gagnants. Et donc moi j'ai envie d'être gagnant. C'est comme quand on propose à tous les jeunes de la cité nord de Marseille de devenir comme Zidane. C'est un idéal formidable de devenir comme Zidane. Non? Ça fait même rêver les filles. C'est vous dire si c'est un idéal formidable. Mais en même temps, voyez l'illusion que ça représente. Si effectivement le seul espoir de ces jeunes, c'est de devenir comme Zidane, ça veut dire qu'il y en a 1 sur 100 000, 1 sur 1 million qui va s'en sortir. Et voyez la désillusion, le désenchantement qui est au bout de ce processus. Et en fait, qu'est-ce que ça recouvre en termes psychopathologiques? C'est une société, la dépression à l'idéal de la culture de la haute performance qui met tout le monde sous pression, correspond à un syndrome et un symptôme généralisé qui fait que tout le monde est menacé de dépression. Et d'ailleurs, vous n'avez qu'à voir que
comme dit Ehrenberg, la fatigue d'être soi, combien ça devient difficile de correspondre à une exigence qui n'est plus seulement une exigence dans le monde de l'entreprise, mais ces modèles de gestion, de réalisation de soi-même, c'est un modèle qui se répand à l'extérieur du monde du travail. C'est-à-dire que l'anxiété des parents est telle par rapport au devenir de leurs enfants et par rapport à affronter la lutte des places, que les parents n'ont de cesse d'armer leurs enfants pour les rendre excellents et de gérer la carrière scolaire de leurs enfants comme on gère la carrière des cadres à haut potentiel dans les entreprises multinationales. Et dès qu'il n'est pas bon en français ou il n'est pas bon en mathématiques, on va lui mettre du coaching. On va faire appel à des experts pour le remettre en forme. Et vous voyez comment l'idéologie managériale intervient dans la sphère familiale, dans les rapports entre les parents et les enfants. Et vous voyez, je ne sais pas si en Suisse c'est le mercredi, le jour qui est censé être le jour de repos pour les enfants, où l'emploi du temps du mercredi est bien pire que celui de tous les autres jours de la semaine, parce qu'il ne faut pas seulement qu'il soit bon à l'école, il faut qu'il soit bon aussi au sport, il faut qu'il fasse de la musique, il faut qu'il se cultive, une belle tête dans un beau corps, et il faut qu'il devienne performant sur tous les registres, comme les hommes et les femmes doivent devenir performants sur tous les registres, vous devez devenir excellent. Excellent sur le plan professionnel, et excellent, mesdames, bonne mère, bonne épouse, en pensez à votre carrière, et en même temps, soignez votre tour de taille, votre tour de poitrine, votre classement au bridge, votre classement au tennis, il faut être en pleine forme, et toujours avoir le sourire, etc., etc. C'est-à-dire, c'est ça l'idéologie de la réalisation de soi-même. Effectivement, le moi de chaque individu est devenu un capital qu'il faut faire fructifier. Et je dis ça dans la patrie de Calvin et le berceau du capitalisme. Merci. Juste pour terminer, j'ai reçu cette lettre, je suis un peu ému parce que j'ai reçu cette lettre hier. Hier, je me suis dit, ça ferait une belle conclusion. Bonjour, monsieur de Goljac. J'ai lu votre livre, La société malade de la gestion. Et je voudrais vous dire que cet ouvrage exprime le malaise que je ressens au sein de l'entreprise où je travaille. Les mails que l'on reçoit tous les 3 mois de notre PDG pour nous dire que malgré nos efforts, il faut que l'on continue à réduire nos coûts pour le bien de nos actionnaires. Les licenciements, dont un qui me touche particulièrement. Pierre a passé 20 ans chez cette entreprise. Il a côtoyé et admiré le fondateur qui est décédé il y a 5 ou 6 ans. Maintenant, cette entreprise étant devenue leader mondial, suite à des nombreuses acquisitions et une fusion, licencie Pierre. Pierre est dans la 50aine et il semblerait que tout ce qu'il a fait pour l'entreprise a très vite été oublié. Donc, je tenais à vous remercier pour votre livre et vous dire qu'il m'a touché et aidé des fois à surmonter le quotidien en me disant que ce n'était pas tout dans ma tête. Alors pour finir, juste un petit poème, si vous voulez bien. Quand on nous dit « la vie augmente », ce n'est pas que le corps des femmes devient plus vaste, que les arbres se sont mis à monter par-dessus les nuages, que l'on peut voyager dans la moindre des fleurs, que les amants peuvent des jours entiers rester à s'épouser. Mais c'est tout simplement qu'il devient difficile de vivre simplement. Je vous remercie. That particular day, that particular night, things have been so strange. Things have been so light. Entering the wrong place, coming at the right time. She was on stage.